Bien. Oui, vous pouvez débuter, Dr. Roy. Oui, très bien. Alors, bienvenue à cette conférence, ce webinaire. Nous sommes, je me présente, Denis Roy. Nous sommes heureux de voir autant de participants à cette rencontre. Donc, le projet Brain AF, un projet que je considère depuis son tout début extrêmement important. Je pense à le potentiel d'être un des plus grands projets jamais réalisés ou coordonnés par l'Institut. L'objectif, en fait, du projet, c'est de déterminer s'il y a un lien de causalité entre la fibrillation auriculaire et le déclin cognitif. Il y a clairement un lien d'association, mais c'est la première étude qui va non seulement démontrer s'il y en a un lien de causalité, mais aussi, on va tester l'hypothèse qu'une anticoagulation peut prévenir le déclin cognitif. Alors, pourquoi je dis que c'est une étude extrêmement importante? Imaginez l'impact de cette étude si jamais on démontre que c'est le cas et qu'on peut améliorer le sort il y a plus de 45 millions de gens qui souffrent de démence au monde. Il y a même un neurologue bien connu en neurologie qui avait dit en 2018, si jamais l'anticoagulation prévient la démence, c'est pour la prévenir sur l'ordre de 50%, pour réduire de 50% la démence à travers le monde. Donc, blinded randomized trial of anticoagulation to prevent ischemic stroke and neurocognitive impairment in atrial fibrillation. Moi, je pense que c'est une étude extrêmement importante et j'ai constaté au cours des années que les grandes études avaient souvent un très bel acronyme. Alors, j'adore cet acronyme, puis je félicite et on remercie surtout un de nos conférenciers, c'est Paul Quéré, qui, je pense, s'est levé en pleine nuit et l'a répondu. Alors, merci à Paul. Prochaine diapo. Donc, ce que vous avez ici, c'est le résultat de la dernière soumission qu'on a faite aux instituts de recherche en santé au Canada. Et on est très heureux. La nouvelle est survenue il y a quelques semaines. Et donc, on a obtenu une subvention et un rang incroyable, 4e sur 54 demandes, avec un score très élevé, 4,23. Ça, c'est un succès important qui donne beaucoup de crédibilité à notre étude. C'est un travail d'équipe, mais clairement, la personne, c'est sous le leadership de Léna Rivard, là, qui est la directrice, l'investigatrice principale de l'étude. On doit la remercier pour ça. Et c'est ma façon de lui céder la parole pour nous présenter Brain AF. L'objectif de la réunion aujourd'hui, c'est vraiment, vous allez voir, il y a eu des efforts, des changements importants pour améliorer, faciliter, reprendre un recrutement et assurer le suivi de nos patients et terminer en temps ce projet. Alors, Léna. Merci, Dr. Roy, pour l'introduction. Donc, prochaine diapo. Merci à tous pour votre participation. On est content de vous voir si nombreux aujourd'hui pour faire une mise à jour sur l'étude. Donc, comme l'a décrit Dr. Roy, on pense qu'il y a une connexion entre l'ischémie cérébrale silencieuse et le déclin cognitif, en particulier chez les patients avec fibrillation auriculaire, et que l'anticoagulation pourrait prévenir les dommages cérébraux. Donc là, c'est une slide que je remets à chaque fois, une image que je remets à chaque fois, mais tout part de la clinique quand on fait de la recherche. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on avait eu des patients adressés pour déclin cognitif par des neurologues qui avaient fait le diagnostic, de fibrillation auriculaire. Et ce qui est important de noter, c'est que dans tous les cas, l'anticoagulation permettait de stabiliser la cognition, mais que ce qui était perdu comme cognition n'arrivait pas à le regagner. Donc, tout le but de l'étude, c'est de prévenir avant qu'il se passe quelque chose. Donc, diapo suivante. Bon, vous connaissez les critères d'inclusion, 30 à 62 ans. 62 ans, pourquoi? Parce qu'à 65 ans, il y a une visite finale puisqu'il y a une indication d'anticoagulation, même en absence d'autres facteurs de risque.
on désire un suivi quand même assez long. C'est pour ça qu'on avait mis le cut-off à 62. L'absence, évidemment, de tout facteur de risque, donc un CHAD 0, en partie un CHAD 0 inférieur à 62 ans. Et puis une preuve de fibrillation auriculaire durant les 2 dernières années. Donc, il y a eu des petits changements avec le dernier amendement d'il y a 2 mois. Pardon. Vous pouvez avoir un électrocardiogramme, bien sûr, mais aussi n'importe quel tracé de bande de rythme pour comme preuve de fibrillation auriculaire. Diapo suivante. Bon, je ne vais pas revenir sur les critères d'exclusion majeure qui sont listés dans le protocole. Les principaux, bien sûr, c'est s'il y a une indication autre d'anticoagulation ou d'antiplaquettaire. Ce qui est important à souligner, c'est que depuis le dernier amendement, l'amendement 7, la planification d'une ablation pour fibrillation auriculaire n'est plus un critère d'exclusion. Donc, en pratique, vous pouvez inclure un patient chez qui vous pensez avoir besoin d'une ablation de fibrillation auriculaire. Vous pouvez l'inclure dans l'étude. Diapo suivante. Donc, ça, je reviens rapidement sur le design que vous connaissez. Donc, les patients éligibles vont avoir un MMSE et être exclus s'il est inférieur à 25. Donc, ça, c'est rarissime, évidemment, à cet âge-là. Et puis, avant la randomisation, les tests de cognition et les qualités de vie. Beck questionnaire, c'est très important pour la dépression. Et randomisation 1 sur 1. Xarelto 15 ou standard of care, c'est-à-dire placebo chez pratiquement tous nos patients. Il y a 5% à peu près qui ont besoin d'aspirine pour une maladie vasculaire et des visites annuelles. Donc, vous connaissez le primary outcome, c'est quelque chose, c'est un composite outcome, donc un déclin cognitif qui est défini par une diminution du MoCA d'au moins 3 points par rapport à baseline. Donc là, je le répète à chaque fois, mais c'est important de noter que ce qui a été prouvé comme étant cliniquement significatif, c'est un déclin de 2 points. Nous, on a choisi un déclin de 3 points. Et puis, évidemment, accident vasculaire cérébral ou accident ischémique transitoire qui n'est défini que par un trouble de la parole, aphasie ou un déficit moteur dans l'étude. Donc, on projette à peu près 2000 patients pour l'étude nécessaire. Diapo suivante. Donc, voici les événements qu'on a eus jusqu'à maintenant. Donc, c'est des taux importants puisque sur toute la population totale, donc évidemment la population on ne sait pas si ce qu'ils prennent comme traitement, on a eu 6,5% de déclin cognitif. Donc je rappelle, c'est quand même une baisse de 3 points par rapport à baseline. Donc, et puis 9 patients qui étaient des patients différents qui ont eu accident vasculaire cérébral ou accident ischémique transitoire, donc 1% de notre population dans l'étude AVC ou AIT. La diapositive suivante. Donc, les événements de saignement, on a eu 4 patients dans la population jusqu'à maintenant qui ont eu un saignement, donc 0,5% de la population. Donc, un premier patient qui a eu un saignement post-opératoire alors qu'il avait arrêté son médicament de recherche depuis 3 mois. Un patient qui a eu un saignement parce qu'il a eu une rupture d'anévrisme abdominal qui a été opéré et il a repris son médicament de recherche après. Un patient qui a eu un hématome frontal parce qu'il s'est cogné quand il est tombé d'un bateau en pratique. Elle est tombée d'un bateau avec reprise du traitement après et un patient qui a eu un hématome oculaire. 2 décès dans l'étude avec un suicide et un accident de la voie publique. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de saignement intracranial dans la population Brenner. Slide suivante. Donc, comme vous êtes probablement au courant, il y a eu 2 nouvelles vraiment importantes en ce début d'année 2021. Donc, la première, c'était de recevoir la subvention des IRSC, comme Dr Roy l'a mentionné, et puis surtout d'avoir une note et des commentaires qui ont été très positifs. Et le deuxième, c'est l'amendement 7 qui a été accepté par Santé Canada en début d'année. Et le but est de simplifier le recrutement et le follow-up de vos patients. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est que ça soit beaucoup plus facile de randomiser, de suivre les patients et
et d'avoir beaucoup plus de flexibilité disponible pour les sites. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est-à-dire que le consentement maintenant peut être signé via email. Donc, vous pouvez envoyer, nous fournissons le logiciel DocuSign s'il y a besoin, puis vous pouvez faire signer vos consentements par email pour les patients. Et puis, toutes les visites peuvent être faites soit à distance ou soit sur place. Donc, on ne vous oblige pas à faire une façon ou d'une autre. Il faut vraiment que ça soit le plus simple pour vous. Vous adaptez à chaque patient et puis à chaque cas de figure. Mais par exemple, pour la visite de baseline et la visite de randomisation, ça peut être fait totalement à distance maintenant. Donc, je vous rappelle qu'il y a 2 sessions, que pour la petite particularité, c'est que pour la visite de baseline, le MoCA et le MMSI, vous devez le faire avec au moins 1 heure d'intervalle. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas rester sur Zoom pendant 1 heure. Donc, vous pouvez faire soit 2 sessions différentes à des mêmes jours ou différents jours, ou une session à distance, puis une session sur site. C'est vraiment ce qui est le plus simple pour vous. Et puis, slide suivant. Santé Canada a accepté qu'on retire les prises de sang à la visite de 6 mois, qui, vous savez, était nécessaire dans le dernier amendement, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de changement montré à 6 mois dans l'étude. Donc, il n'y a plus de prise de sang, ce qui fait que les prises de sang sont maintenant annuelles dans l'étude. Donc, en pratique, le patient, pour les visites annuelles, ça peut tout être fait à distance, c'est-à-dire avec des prises de sang faites près de son domicile. On ne demande plus un ECG 12 dérivation, donc bon, s'il peut l'avoir, tant mieux, mais sinon, ça peut être une bande de rythme. Et puis, pour ce qui est des signes vitaux, que ce soit le poids, la tension artérielle, ça, le patient peut mesurer ses signes vitaux lui-même. Et donc, comme vous vous en souvenez peut-être, mais à 1 an, vous le savez, c'est juste le MoCA qui est nécessaire, et ça peut être fait par vidéoconférence. Donc, ça, c'est vraiment pour pouvoir simplifier le suivi, sachant que si c'est plus simple pour vous de le voir, certains patients, c'est aussi bien sûr accepté. Prochaine slide. Donc, pour simplifier et puis pour augmenter le recrutement, parce qu'avec la pandémie Covid, évidemment, ça a beaucoup impacté le recrutement. Là, on est en création d'un site internet BrainEF. Donc, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'avoir une grande visibilité de l'étude et puis surtout de pouvoir diriger les patients intéressés à participer dans l'étude. On va les diriger à travers ce site et les adresses de courriel qu'on a vers les sites référents, les sites à travers tout le Canada. C'est-à-dire que les patients intéressés vont être adressés au site le plus proche de chez eux. Donc, vous allez recevoir, s'il y a un patient intéressé à participer à l'étude, et on va vérifier évidemment ici au centre, à l'Institut, nos infirmières vont vérifier quelques critères d'éligibilité, évidemment, pour ne pas vous envoyer des patients qui seraient non éligibles, et puis on va vous les référer pour recrutement. Pour ce qui est des cardiologues référents, le système marche aussi, c'est-à-dire que les cardiologues référents peuvent maintenant directement envoyer tout à une adresse courriel unique pour pouvoir qu'on inclue leurs patients. Et puis, prochaine diapositive. Donc là, on a quand même complété 40% de l'étude et on avance. Là, on espère qu'avec toutes ces mesures, mais on pense que ça va avancer encore plus vite. Et comme vous avez vu dans les résultats, on montre d'abord qu'il y a un déclin cognitif chez une population jeune de moyenne d'âge de 53 ans, chez qui le MoCA ne devrait pas baisser, parce que ça baisse quand même beaucoup plus tard normalement dans une vie. Et puis, ça montre une sécurité du traitement. Donc, je pense que c'est des points qui sont extrêmement importants à souligner. Et puis, la diapositive d'après. Voilà, je voudrais remercier tous les sites, tous les sites qui participent à l'étude depuis le début, parce que je pense qu'ils ont tous fait vraiment énormément d'efforts pour participer à l'étude, et puis ils y croient. Et puis, bien sûr, un remerciement spécial aux meilleurs sites ici, mais je n'oublie pas les autres, mais merci à l'équipe du CHUM de Sherbrooke, Cité de la Santé, Québec, Pierre-le-Gardeur, Sacré-Cœur, Trois-Rivières, Halifax et Vancouver pour leur efficacité. Je vais laisser ensuite, slide après, je vais laisser mon collègue Dr Paul présenter les résultats à date. Merci.
Donc, merci beaucoup, Léna, et bonjour à vous tous. Il me fait vraiment un grand plaisir de partager avec vous des analyses sur les caractéristiques de base. Donc, premièrement, c'est important à noter que ces analyses-là sont sur des données à l'aveugle. Hein. Donc, on n'est pas au courant de quel patient a reçu Xarelto ou placebo, mais je crois qu'il y a quand même des trouvailles assez intéressantes. Donc, si on regarde les premiers 694 patients randomisés dans l'étude, vous allez noter que l'âge moyen est 53 ans, qui fait en sorte que la population de l'étude BRAIN-AF est en fait la population de patients avec FA la plus jeune randomisée dans une étude d'anticoagulation. Et malgré le jeune âge de cette population, vous allez noter ici que 14,4% des patients ont un score MoCA inférieur à 26, qui est le seuil pour une dysfonction cognitive légère. Donc, je ne sais pas si ça a muté complètement, Paul. Conçu, qui était que au baseline gère. Maintenant, en termes de pattern ou type de fibrillation auriculaire, 73% des patients ont une FA paroxystique, ce qui veut dire que 27% ont une FA non paroxystique, qui est divisée à peu près à titre égal entre une fibrillation persistante et permanente. Puis, on va retourner à ça dans les prochaines diapos. Mais notez aussi que chez cette jeune population de patients qui n'a pas les facteurs de risque d'accident cérébrovasculaire, vous voyez que la prévalence de la maladie vasculaire est faible, donc inférieure à 5%. Donc, la première sous-étude sur ces données des caractéristiques de base est une étude sur la fonction cognitive. Et ici, on devrait souligner l'implication du docteur Louis Bérère, qui est professeur en psychologie et chercheur avec un intérêt particulier en dysfonction cognitive, ainsi que son étudiant au doctorat, Tudor Vrinsanu, qui a vraiment fait le gros de ce travail-là. Donc, une conclusion importante de cette sous-étude, c'est que dans l'analyse multivariée, donc c'est-à-dire après avoir ajusté pour des facteurs tels que l'âge, sexe, niveau d'éducation, index de masse corporelle, symptômes de dépression, bien, la FA non paroxystique, donc FA permanente ou FA persistante, est indépendamment associée à un score MoCA plus faible. Et ceci est significatif. Et c'est important parce que, comme Dr. Roy l'a mentionné à l'introduction, le lien entre la fibrillation auriculaire et les troubles cognitifs est bien connu, mais un effet de causalité n'a pas encore été démontré. Et donc, quand on regarde les critères de causalité, un critère qui donne un genre d'évidence solide, c'est de démontrer un effet dose-réponse. Et ici, c'est un peu ça qu'on démontre parce que les patients qui ont une charge de fibrillation auriculaire plus élevée, donc des FA permanentes ou persistantes, ont des dysfonctions cognitives plus importantes. Et donc, aussi intéressant que ceci peut l'être, on n'a pas arrêté les analyses là. Donc, prochaine diapo. On s'est posé, prochaine diapo s'il vous plaît. Donc, on s'est posé la question, d'accord, les patients qui ont une charge, reculez s'il vous plaît. Donc, les patients qui ont une charge de FA plus importante, ont une diminution du score MoCA, mais là, on s'est posé la question, c'est quel domaine du score MoCA qui est diminué
Et qu'est-ce que ceci peut nous indiquer en termes de pathophysiologie potentielle? Donc, le MoCA est un score de fonction cognitive globale, mais il inclut des domaines différents tels que la mémoire à court terme, les fonctions exécutives, les troubles de langage, etc. Donc, on voulait savoir quel domaine est affecté le plus et qu'est-ce que ça peut nous indiquer. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans cette diapo chargée, vous voyez les scores MoCA, les Z-scores MoCA pour les patients avec FA paroxystique en noir et les FA non paroxystiques en gris. Et à gauche, vous voyez les résultats principaux du MoCA global où il y a une bonne différence entre les deux groupes. Et les colonnes par la suite sont les comparaisons dans les domaines différents. Et vous allez noter qu'il y a certains domaines où il n'y a pas vraiment de différence importante, comme troubles de langage ou abstraction. Donc, les courbes paroxystiques, non paroxystiques se ressemblent. Par contre, le domaine qui est plus atteint chez cette population de patients, c'est justement les fonctions exécutives. Donc, si vous pouvez juste peser sur la flèche pour encercler ça. Oui, merci. Vous voyez ici que la valeur de P est à 0,02. Maintenant, ceci est une science quand même imparfaite, puis il y a quand même un certain chevauchement entre les patterns de dysfonction cognitive différentes. Mais nos experts nous disent que ce pattern-là qu'on observe est compatible avec des dysfonctions cognitives d'étiologie vasculaire, où c'est vraiment les problèmes exécutifs qui sont touchés le plus. Donc, à titre de comparaison, les patients qui ont des troubles cognitifs mineurs qui, par la suite, progressent vers une démence de type Alzheimer ou non vasculaire, ont plutôt des problèmes de mémoire à court terme et d'abstraction, puis les fonctions exécutives sont relativement épargnées. Donc, ce n'est pas ça le pattern qu'on observe. On observe vraiment un pattern d'allure vasculaire chez une jeune population de patients où la prévalence de maladies vasculaires est faible, ce qui est tout à fait compatible avec notre hypothèse de microembolie cérébrale. Donc, pour conclure, je crois qu'il y a 3 points ici à retenir sur les analyses des caractéristiques de base. Premièrement, les troubles cognitifs, la prévalence de ces troubles-là est quand même importante, malgré le jeune âge de cette population avec fibrillation auriculaire. Deuxièmement, on observe une relation dose-réponse entre le fardeau de fibrillation auriculaire et la dysfonction cognitive. Et troisièmement, on observe un pattern de dysfonction cognitive qui est vasculaire, ce qui est tout à fait cohérent avec les prémices de l'étude BrainAF. Donc, merci pour votre attention. Je vais céder la parole à Dr. Léna Rivard. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les indiquer dans le chat ou question and answer, Q&A en bas de l'écran. Merci. Merci Paul. On peut la prochaine slide. Donc là, je vous ai mis les coordonnées. Moi, j'apparais transparente. Donc voilà. Je vous mets tous les coordonnées de l'équipe si vous avez des questions particulières. Donc moi, Dr. Roy, Dr. Kerry, notre infirmière coordinatrice Diane David qui fait un travail extraordinaire, Isabelle Robert et puis Marc qui sont aussi vraiment très dédiés à l'étude. Donc, on en profite pour les remercier ici de tout leur travail depuis ces années. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions particulières pour les centres qui restaient en suspens. Vous pouvez les poser là ou nous les poser après. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques, Dr. Roy, que vous vouliez faire pour clore, parce que ça fait déjà... On est bientôt à la fin de la présentation. Les gens sont très tranquilles sur Zoom.
En fait, le message court, là, tout jeune patient avec fibrillation auriculaire devrait considérer la version courte pour ce projet-là. Spécifiquement, c'est 62 ans et moins puis qu'il n'y a pas besoin d'anticoagulants. Mais il y en a de ces patients-là et ce sont des patients qui sont d'excellents participants à ce projet. C'est vraiment une clientèle différente de bien des projets auxquels j'ai participé auparavant. Ils sont heureux d'y participer, collaborent bien et bon, il y a juste à organiser leurs horaires parce qu'ils sont plus jeunes, travaillent, ont des occupations, mais maintenant, avec tous les changements qu'on a faits pour réduire les visites, je pense que l'objectif, là, pour le dire, la version, il nous reste combien de patients à recruter, Léna? Il nous reste 60%, donc il nous reste 1000. 850, 1000, 1250, 1350. Parce qu'en fait, ça dépend du suivi, donc on est à peu près encore à 1200 patients. Donc, il faudra faire ça d'ici 1 an. Mm-hmm. Et ensuite, un suivi minimum de 3 ans. C'est tout à fait réalisable. Là. Tout à fait réalisable. On a une question ici, pratico-pratique, de Dr. Stan Nattel, qui pose la question, mais si on a un patient apte à participer, qui on devrait contacter? En fait, le plus simple, c'est qu'on peut aller sur la slide. On avait donc soit vous pouvez contacter l'infirmière qui est ici. Vous avez le poste quand vous êtes à l'Institut ou son email, mais vous avez aussi le courriel qu'on a développé, le courriel de Branev que j'aurais dû remettre sur la slide. Est-ce qu'on peut retourner à la slide que j'avais présentée, celle d'avant, avec parce qu'on a un courriel donc, qui est maintenant dédié à voilà, exactement. Donc, il y a un courriel qui est dédié à l'étude où tous les patients que vous voulez référer, si c'est plus simple, vous pouvez les référer à cette adresse courriel qui est spécifique pour l'étude. Tout à fait. Donc, ça, c'est celle qu'on utilise et c'est celle qui est sur le site, c'est celle qui va être sur le site de Branev pour les patients extérieurs et qui est sur le site de la Fondation. Et c'est à travers ça qu'on va pouvoir transférer aux autres sites. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde pour la participation parce qu'on avait 55 inscrits, 55 qui se sont présentés, donc c'est excellent. Merci à tous d'avoir pris le temps à midi de nous écouter. Et on pourra, je vois le docteur, on pourra vous envoyer à tous la présentation et puis les coordonnées exactes. On va de l'adresse courriel et puis les coordonnées téléphoniques complets à tous les participants et bien sûr à tous les participants de l'étude. Donc, je ne sais pas pour le mot de la fin, mais en tout cas, merci à tous. Et puis, on espère qu'avec les changements, ça va être beaucoup plus efficace. Et en tout cas, merci d'avoir été là et de participer. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.